Salut Lucie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux, car je le rappelle, on fait une midinale par semaine ensemble avec Politis, donc Michel Soudet si présent et moi-même. Lucie, tu es, je ne sais même pas si on a encore besoin de te présenter, tu es l'ancienne, mais peut-être aussi, toujours, tu pourras nous en parler, candidate au poste de première ministre de la France du nouveau Front populaire. Alors justement, ce nouveau Front populaire, tu as réussi, avec Marine Tondelier, lors de vœux à Pantin mercredi, à le réunir une nouvelle fois. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Tout le monde était présent. Je veux dire, les quatre principaux partis étaient représentés, la France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste et les écologistes. Quel bilan tu tires de cette soirée que tu as, dont tu as été l'hôte mercredi? Est-ce que tu te dis bon bah c'est bon, le nouveau Front populaire finalement bon an mal an ça tient, puisque on est tous montés sur scène et que globalement ça s'est bien passé, ou c'était une espèce de parenthèse enchantée où tout le monde a accepté de venir, mais dès le lendemain, dès jeudi matin, tout le monde était reparti dans son couloir de nage? Alors, je tire un bilan vraiment très positif de cette soirée, mais il me semble que tu as oublié quelques présents sur scène et dans la salle, et c'était l'objectif même de cette soirée, c'était d'élargir le nouveau Front populaire et en fait de reconnaître ce qu'est réellement le nouveau Front populaire, c'est-à-dire, je l'ai rebaptisé un peu pour l'anecdote sur scène, notre Front populaire, parce que on l'a élargi d'une part à la société civile, qui est pas partie prenante du nouveau Front populaire à proprement parler, mais qui pourtant a été mobilisée absolument massivement, et j'en étais entre les deux tours des élections législatives pendant l'été, et puis aussi d'autres mouvements, d'autres partis qui n'ont pas eu l'occasion d'intégrer le nouveau Front populaire au moment de sa constitution, peut-être pas, enfin certains parce qu'il n'existait pas encore, d'autres pour des raisons un peu de taille, des raisons aussi logistiques. Enfin, vous savez que le nouveau Front populaire a été constitué dans un temps record, et donc l'idée c'était de donner à voir un nouveau Front populaire élargi, avec une assise donc plus large qui comprend notamment la société civile. On a mis la société civile vraiment en avant à l'honneur pendant cette soirée. Quasiment tout le temps de parole a été donné à la société civile, d'abord par des grands ateliers de travail, et ensuite sur scène, vous avez vu, il y a eu plein de représentants de la société civile, notamment le planning familial, Attac, mais aussi Rachel Keke qui a été une grande leaduse du mouvement des femmes de chambre de l'hôtel Ibis. On a donné la parole à des avocats, etc., pour vraiment donner à voir ce bouillonnement de la société civile au service des idées de gauche. Et donc je pense que c'était un grand succès. Enfin, on a eu énormément de monde, on a eu plus de 1200 personnes. C'était remarquable, je pense, d'avoir autant de représentants politiques sur scène à la fin de cet événement. J'y vois la marque que le nouveau Front populaire existe toujours, y compris sur une base élargie, donc ça me réjouit. Ça me réjouit parce que toutes les questions qu'on me pose à chaque fois dans la presse, les journalistes en général me disent bon, en ce moment ça va pas trop le nouveau Front populaire, on est d'accord que dans quelques semaines c'est terminé. Ça fait 6 mois que je suis dans cette aventure, ça fait 6 mois qu'on me pose cette question tous les jours. Force est de constater que oui, il y a des soubresauts, évidemment, on le sait tous, les partis du nouveau Front populaire, les personnalités politiques, les mouvements politiques du nouveau Front populaire sont très divers, et donc il y a des tensions, il y a des différences de stratégie, parfois extrêmement marquées, on le voit en ce moment sur la question de la censure, j'imagine qu'on va y revenir, mais n'empêche qu'il existe toujours ce socle, et je pense que c'est pas utopique de penser que l'union de la gauche peut perdurer. Alors peut-être qu'elle changera de forme, c'est en fait un peu le cas, à mesure que le temps passe, la forme change, sur certains sujets peut-être que ça peut s'élargir, sur d'autres c'est plus compliqué, voilà, il faut accepter cette forme de malléabilité de l'union de la gauche, mais elle existe toujours, et je pense que si elle existe toujours, c'est non seulement au nom d'une forme d'utopie qui se dit que c'est bien en soi d'avoir une gauche qui est unie, mais aussi pour des raisons de stratégie électorale. On voit très bien que le peuple de gauche, les citoyens qui votent pour la gauche, mais aussi les militants des partis, sont extrêmement favorables au fait que les différents partis, les différents mouvements restent unis, parce que on sait qu'on a beaucoup plus de chances de gagner des échéances électorales lorsqu'on est unis, et donc je pense que c'est bien loin d'être une seule chimère utopique qui conduit l'union à perdurer, sinon probablement qu'elle n'existerait déjà plus. Oui, mais alors du coup, c'est quoi l'étape d'après? Parce que comme tu l'as rappelé, effectivement, tu as réuni la société civile dans sa diversité, les partis politiques dans leur diversité. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas.
Honnêtement, le travail entre justement ces différentes parties prenantes est très rare, et notamment depuis le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu comptes refaire des meetings, refaire des ateliers de travail pour continuer d'approfondir ce que c'est que notre Front populaire, ou est-ce que ça s'arrête là? Non, il n'est pas question que ça s'arrête là. Vous le savez, on a évoqué 3 grands chantiers pour les semaines et les mois à venir. D'une part, le chantier de la mobilisation locale, des mobilisations de terrain. D'autre part, l'approfondissement programmatique, avec l'idée de repartir du programme du Nouveau Front populaire, qui était un programme très riche, très complet, mais évidemment qui ne dit pas tout, notamment parce que les choses ont changé déjà depuis l'été, y compris sur le plan budgétaire et financier. Je crois qu'on va y revenir. Et puis le dernier point, qui était celui que j'ai évoqué moi mercredi soir, la question d'une candidature commune à la gauche pour les élections présidentielles en 2027 ou avant, si ces élections interviennent avant. Donc on a 3 gros chantiers. Sur ces sujets-là, on n'a pas rien fait depuis juillet. C'est pas du tout anecdotique. On a beaucoup travaillé sur la question budgétaire, puisque vous le savez, les différents partis du Nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale et au Sénat ont porté des amendements communs. Beaucoup d'amendements d'ailleurs ont été adoptés dans le cadre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Ça a été un travail commun avec beaucoup de personnalités, de chercheurs, d'économistes qui ont travaillé pendant l'été autour des différents partis. Moi, j'ai contribué à ce travail-là. Et ensuite, on a lancé une grande mobilisation sur la santé publique il y a quelques semaines, qui perdure, avec une mobilisation sur notamment le montant de l'ONDAM. Alors, c'est un peu technique, mais c'est le montant qu'on octroie à la santé publique chaque année par le biais budgétaire. On sait que l'hôpital public est dans une situation extrêmement problématique aujourd'hui, et donc on a lancé une grande mobilisation. Le samedi précédent, il y avait des mobilisations partout en France devant des hôpitaux publics pour réclamer plus de moyens pour la santé. Il y avait des représentants de tous les partis du Nouveau Front populaire. Donc l'idée, c'est de faire continuer ces mobilisations. Moi, j'aimerais lancer une mobilisation sur l'enseignement supérieur, qui est dans un état aussi catastrophique en France. On le sait, il y a énormément d'universités, une très grande majorité des universités qui sont en situation de déficit vraiment préoccupante en 2024. On a des présidents d'universités qui se mobilisent, c'est un fait rarissime, pour demander publiquement plus de moyens. On est en train d'obérer les chances de la France en réduisant les moyens octroyés à la recherche publique. Tout ça, ça mérite mobilisation, et ça sera le cas dans les semaines et les mois à venir. Donc tout ça, on va continuer. On va continuer des chantiers de mobilisation locale, territoriale, des approfondissements programmatiques. Il faut qu'on fasse travailler la société civile aussi sur ces sujets. On sait qu'il y a des partis du Nouveau Front populaire qui travaillent eux-mêmes sur le fond et qui produisent des choses vraiment extrêmement intéressantes. Il faut travailler, il faut faire fond aussi de tout ça. Enfin, il s'agit pas de nier évidemment les travaux qui sont montés par les partis. Et puis il y a ce grand chantier qu'il faut ouvrir, celui de quel dispositif on veut pour conduire à une candidature commune. Et ça, c'est un gros travail qu'il faut lancer. Il y a déjà des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. C'est pas une primaire machine à perdre ou rien. On a appris beaucoup de choses, je crois, de ce qui a été fait pour la dernière présidentielle autour de la gauche dans le cadre du projet de primaire, qui n'a pas très bien fonctionné. Je trahis aucun secret. Et donc, il faut remettre ça sur le métier, et il faut en parler, il faut travailler dessus. Mais alors, justement, cette question de la candidature commune, tu l'as posée, toi, en problématique, en introduisant les responsables politiques qui prenaient la parole. Quelle réponse t'as eu de Manon Aubry pour la France Insoumise, Johanna Rolland pour le PS, Soumia Abraha pour le Parti communiste français, Clémentine Autain, François Ruffin, qui ont aussi pris la parole. Les réponses, vous les avez eues en même temps que moi. Elles étaient oui, mais j'aimerais bien que toi, t'en fasses une petite synthèse, tu vois. J'essaie d'habilement me dégager, mais évidemment, tu ne me laisses pas faire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que les partis fonctionnent à des rythmes différents. Il y a des partis qui estiment que pour l'instant, ils n'ont pas eu de validation interne de leurs militants. En fait, il y a des processus démocratiques internes à chaque parti qui diffèrent. Il y a des partis qui ont déjà dit qu'ils étaient favorables au fait de construire une candidature commune, notamment le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, et ils l'ont redit sur scène. Marine Tondelier a même dit qu'il faut une candidature unique. Il y a des partis qui, eux, ont déjà dit qu'il y aurait une candidature présidentielle. Je pense à la France Insoumise, qui a dit qu'il y aura une candidature au présidentielle de la France Insoumise. Ensuite, les postures de maintenant ne présageant rien des postures de plus tard. Peut-être que les communistes, entre-temps, vont dire bon bah voilà, on a eu un congrès en interne, on a décidé qu'on voulait soutenir ce processus de candidature commune. On laisse, toutes les portes sont ouvertes. On a François Ruffin et Clémentine Autain qui se sont prononcés favorablement à l'idée de cette candidature commune.
C'est un point de départ. Ensuite, chacun rejoint à son rythme s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, on force personne. D'ailleurs, sur la question de la candidature unique ou commune, ça dépendra de la posture de la France insoumise. Enfin, je trahis encore une fois aucun secret en disant ça. Néanmoins, il faut faire le travail pour construire cette candidature, qu'elle soit unique ou commune. Et là, en fait, il y a énormément de paramètres techniques qu'il faut évoquer. Il y a des lignes rouges probablement chez les partis, mais aussi dans la société civile. Pour moi, c'est très important de me porter d'une certaine manière garante du fait que la société civile aura son mot à dire sur la façon dont on dessine une candidature commune. Je trouve, voilà, moi c'est aussi pour ça que j'ai été choisie par les partis et donc je considère que c'est un peu mon mandat. La société civile a toujours prêté main forte à la gauche pendant les échéances électorales. Elle travaille énormément sur le fond, mais aussi sur les différentes formes d'innovation démocratique, d'innovation de mobilisation citoyenne. Je pense qu'il faut les entendre, qu'il faut les écouter, qu'il faut les associer. Et donc c'est l'objet du travail qu'on entame maintenant. Encore une fois, auquel pourra se joindre chaque parti le moment donné, le moment voulu. Alors, au moment où on enregistre cet entretien, la commission mixte paritaire est toujours réunie pour mettre au point la dernière version du budget. Est-ce que, vu ce que l'on sait de ce budget, est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il faut le censurer? Alors, pour moi, là je parle en mon nom personnel, je pense que le projet de budget aujourd'hui n'est pas acceptable. Celui de Michel Barnier ne l'était pas davantage, et celui-là, je dirais, l'est encore moins, puisque vous le savez, il y a des coupes budgétaires encore plus fortes qui sont prévues. C'est un exemple, parce que je parlais tout à l'heure de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un amendement au Sénat qui est passé, il me semble, qui prévoit 630 millions d'économies supplémentaires pour l'enseignement supérieur et la recherche, alors qu'on sait déjà qu'on est dans une posture extrêmement problématique et que, je le disais, on obère nos chances dans la recherche pour le futur et que c'est extrêmement nuisible à l'économie française. Je pense que ça, c'est une illustration de ce que ce budget fait à la France. On a un budget qui réduit encore plus les financements octroyés aux services publics. C'est un mauvais calcul, c'est un calcul de courte vue. Le budget, l'OFCE, qui est un organisme économique qui est rattaché à Sciences Po, avait calculé que le budget Barnier avait un effet récessif de 0,8 points de PIB sur l'économie française, et qu'il détruisait au moins 130 000 emplois par son effet récessif. Quand on baisse la dépense publique dans une situation de bas de cycle, eh bien, on ne stimule pas l'économie. Au contraire, les carnets de commandes des entreprises sont réduits, notamment du fait de la baisse de la commande publique, en partie parce qu'on demande des efforts extrêmement importants aux collectivités territoriales, qui de coup n'investissent plus dans l'économie française, parce qu'elles ne montent plus des projets d'investissement, par exemple, qu'elles avaient prévu de mener. Eh bien, ça a un effet délétère pour l'économie française, et donc ce projet de budget qui est en cours de discussion, à mon sens, conduit à cela, avec par ailleurs des éléments extrêmement problématiques comme la réduction des dépenses dédiées par exemple à l'aide médicale d'État. Donc ça, c'est à la fois d'un point de vue économique une absurdité totale. On sait que si on coupe ces dépenses-là, ça coûtera beaucoup plus cher à l'avenir, puisque les gens qui renoncent aux soins à très court terme se font soigner plus tard avec des pathologies plus graves. Et puis aussi sur le plan moral et humain, c'est absolument inacceptable de réduire ce dispositif qui est un dispositif déjà d'aide minimale qu'on peut apporter à un être humain qui se trouve en France. Et donc c'est un budget qui me semble éminemment problématique, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue moral. Et donc je pense qu'il faut se battre pied à pied. C'est un budget en réalité sans vision. Et c'est tout le problème de François Bayrou. Je trouve c'est un budget qui fait parfaitement écho à son discours de politique générale, qui ne parle des services publics et du commun et du bien commun que pour dire il faudra faire des efforts. Quelle vision a-t-on là-dedans, à part celle d'encore démanteler davantage nos services publics, qui sont pourtant ce qui crée du commun en France et ce qui surtout permet à l'économie de continuer à fonctionner correctement. Donc voilà, je n'ai pas de mots beaucoup plus durs pour qualifier ce budget. Donc je pense que c'est un énorme problème. Je pense qu'en fait le gouvernement prend pas ses responsabilités et prend en otage la France en disant mais oui, mais s'il n'y a pas de budget, c'est l'effondrement. Oui, c'est très problématique de pas adopter de budget, mais si le gouvernement souhaite qu'on adopte un budget, qu'il propose un budget à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Donc, pour vous, la censure du gouvernement, s'il présente ce budget avec un 49.3, elle est inévitable. Il faut le censurer. Je ne sais pas quel sera le produit final qui sera proposé au vote des députés.
au vote ou non, hein, en fonction de la procédure qui est retenue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si le gouvernement maintient ses coupes budgétaires telles qu'elles sont envisagées et ne propose aucune restauration de la situation, notamment des services publics, oui, je pense qu'il faudra censurer ce budget. Parce que au sein du nouveau Front populaire, on voit bien qu'il y a des différences entre il y a deux formations qui veulent le censurer, 3 formations avec le Parti communiste, les écologistes et la France insoumise, et le Parti socialiste qui hésite fortement et qui pense que pouvoir se satisfaire de quelques petites reculades, comme si ce qui était pire et moins pire avec si on passe de coupes de 400 millions à 200 millions et on peut s'en satisfaire. Moi, à titre personnel, je pense qu'on peut pas se satisfaire de quelques petits moindres reculs, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Je pense que pour autant, il faut pas caricaturer la position des socialistes. Par exemple, moi, j'ai dit toujours que j'étais favorable au fait d'aller parler avec le Premier ministre et d'aller parler avec le ministre des Finances pour voir s'il était possible d'obtenir des compromis substantiels, et aussi rappeler nos positions et nos lignes rouges, qui sont celles notamment de la restauration des services publics. Mais dès lors qu'on constate qu'il n'y a aucun compromis substantiel qui est fait du côté gouvernemental, alors oui, ma position, c'est qu'il faut censurer. Néanmoins, au sein du Parti socialiste, j'ai l'impression qu'il y a quand même des positions hétérogènes. Enfin, il y a beaucoup de socialistes. Je pense par exemple à la maire de Nantes et la numéro 2 du parti, Johanna Rolland, qui a dit à plusieurs reprises que elle, de son point de vue, le compte n'y était pas et qu'il fallait censurer ce budget. Il fallait pas voter ce budget puis censurer le gouvernement. Donc voilà, les positions sont multiples. C'est en train, la démocratie interne, j'imagine, travaille le parti. Moi, à titre personnel, je pense que le budget n'est pas satisfaisant et je comprends l'enjeu de stabilité qu'il y a pour notre pays, mais mon message à ce propos, c'est vraiment de dire il faut pas renverser la charge de la preuve. On a demandé aux citoyens français de se rendre aux urnes lors des élections législatives qui n'étaient pas prévues. Le président de la République a pris la responsabilité de dissoudre l'Assemblée. Il y a eu des résultats, on ne peut pas en faire fi. Et il y a un message qui est général, qui est porté par les Françaises et les Français qui se sont mobilisés massivement pour aller voter, ce qui est quand même assez remarquable parce que on sait tous que l'abstention est un mal très fort dans notre pays. Ils se sont mobilisés plus que d'habitude et ils ont envoyé un signal très fort. Ils ont demandé un changement de politique, y compris les électeurs qui votent pour le Rassemblement national, parce que de manière fallacieuse, le Rassemblement national promet la restauration des services publics, la restauration de la place de l'État en France. C'est fallacieux, notamment parce qu'on sait que par ailleurs, sur le plan économique, le Rassemblement national n'est pas du tout prêt à davantage donner de recettes à la puissance publique pour travailler. Mais quand bien même, les électeurs demandent un changement de pied de politique, et donc il est, j'estime, de la responsabilité du gouvernement de proposer un budget qui reflète cela. Et c'est sa charge de la preuve, c'est sa responsabilité. Et donc c'est à lui de proposer un budget qui reflète ça. Autre question, Lucie, ça fait maintenant 8 mois que tu es engagée 6 mois, activement. 6 mois, un peu plus, non juillet, bon, peu importe. Ouais. Admettons 6 mois. On regroupera avec nos doigts à l'issue de cet entretien. Exactement. Ça fait 6 mois donc que tu es engagé activement en politique, que tu es devenu un des visages de la gauche. Quelle identité tu penses t'être construite Ce que je veux dire, c'est que au départ, en gros, personne te connaissait. Et t'étais le creuset, t'étais défini en négatif, en fait, par les différents partis. Est-ce que tu estimes qu'en 6 mois, tu as fait un travail, et du coup, quel est-il, pour te dessiner une identité, ou est-ce que tu considères que il est de ton devoir, c'est ta mission finalement, que de continuer à être genre le creuset de ces partis? C'est une question très difficile et je pense qu'il faudrait la poser aussi aux différents représentants de la gauche française, parce que en fait, en réalité, pour moi, j'ai pas varié sur les sujets que je porte, et vous les connaissez. Et c'est en particulier la question des services publics, de la place qu'ils doivent prendre dans notre pacte social, dans notre société, à la fois pour des raisons de cohésion, d'égalité, etc., mais aussi d'efficacité économique, puisque moi j'ai plutôt une formation en économie. Et puis c'est l'idée de pouvoir jouer le rôle un peu de trait d'union entre la société civile et entre les partis. Ça, j'ai continué à le faire. Moi, je viens du monde de la société civile. J'ai toujours été proche des partis parce que je faisais partie de collectifs ou d'associations qui fournissaient de la matière intellectuelle pour réfléchir aux partis, notamment sur la question des services publics. Donc ça perdure. Je pense que progressivement, à mesure qu'on a arrêté de me définir en creux ou en contre, ou par rapport à un parti ou à un autre, pendant le début de l'été, tout le monde a dit oui, si elle a été validée par les Insoumis, c'est donc qu'elle
elle est proche des Insoumis, puis on m'a dit que non, en fait, comme dans ma première jeunesse, j'ai été quelques années encartée au Parti Socialiste, on a dit non mais en fait elle est socialiste. Après j'ai fait cet appel avec Marine Tondelier, on m'a dit ah ben non mais en fait elle est verte. Bon, on voit que en fait je reste toujours un peu à équidistance des partis. Je suis pas membre d'un de ces partis et je compte pas le devenir. Et donc j'espère au fur et à mesure que le temps passe, arriver à mobiliser autour de l'idée que les services publics jouent un rôle central en France et doivent jouer un rôle encore davantage central. C'est l'objet des mobilisations notamment sur les questions de la santé publique, mais aussi sur les questions budgétaires et sur bien d'autres sujets dans les mois à venir. Et donc j'espère que c'est ça qui va rester. Mais en fait j'espère pas au titre d'une identité que je chercherai à me forger moi. À la limite ça m'importe peu, mais c'est plus les combats auxquels je crois et auxquels je voudrais donner la plus grande place possible. Pour l'instant tu n'es pas élu. Est-ce que c'est une envie que tu as que d'être élu? On avait parlé de toi au moment de la législative partielle en Isère. Ton nom a été sorti dans certains médias. Ce que je veux dire, c'est que te donner une possibilité d'être élu, t'obligerait aussi à te situer politiquement. Il faudrait que tu sois attaché éventuellement à un groupe, éventuellement à un parti, éventuellement à je ne sais quoi. Et ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, tu as dit, je veux être le trait d'union entre la société civile et le monde politique. Pour l'instant, tu es toujours plutôt du côté de la société civile. D'ailleurs, tu revendiques presque cette place-là. Est-ce que demain, tu vois, genre, tu pourrais devenir un moteur politique fort de ton expérience, bien évidemment, un moteur politique, mais au sein des politiques? Bah, pour l'instant, ce que j'essaie de faire, c'est de rester à équidistance entre les partis et la société civile, d'une part, et puis entre chaque parti, d'autre part. Ça a été aussi ma tâche de l'été. Ils m'ont donné un mandat, une sorte de mission, et j'ai essayé de l'honorer de la manière la plus sincère possible, donc en trouvant toujours un équilibre. Ce qui distingue un peu ma posture du début de l'été à celle de maintenant, c'est que maintenant, voilà, je suis assez libre de dire ce que je pense. Là, par exemple, tu m'interroges sur ma posture sur la censure, je dis sans encombre que d'une part, j'aurais moi été discuter avec le Premier ministre et le ministre des Finances parce que je pense que c'est une attitude qu'il fallait avoir et que les Français et les Françaises attendent. Donc ça, par exemple, c'est une différence stratégique que j'avais avec la France insoumise. En revanche, je dis clairement que moi j'aurais voté la censure et que je voterais la censure avec un budget tel qu'il est connu aujourd'hui. Et là, ça me différencie très nettement des socialistes. Et donc je garde beaucoup de liberté dans la position que j'exprime. Je pense que je le fais sans affront à mes camarades des 4 partis et puis des autres membres de la gauche française. Voilà, sur la question de l'élection, moi je suis assez partagée parce que je pense que c'est très important de se frotter à l'élection, d'avoir une légitimité issue du vote. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, ça m'avait intéressé en Isère. On n'a pas réussi à trouver les conditions d'un accord parce que ça me semblait important de pouvoir, une fois élu, si c'était le cas, on sait que c'était une élection très difficile, d'ailleurs on l'a vu avec la candidature de Lies Loufoque, on sait que c'était une élection très difficile. Si jamais je parvenais à gagner, à être élu député, moi j'avais envisagé d'avoir une posture un peu à part à l'Assemblée pour garder ce côté trait d'union. Parce que pour l'instant aussi ça correspond à ma posture vis-à-vis des partis, ma posture y compris de fond. Et donc voilà, c'est pas une question qui est tranchée pour l'instant, l'élection, on sait il n'y a pas d'élection à très court terme. Et donc elle se reposera peut-être qui sait mais donc elle se reposera peut-être plus ou moins à court terme, on verra, mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce rôle un peu atypique, comme tu le disais, entre la société civile et les partis. Je pense que c'est utile, je pense que ça répond à un besoin, et donc pour l'instant c'est pas très confortable pour moi, mais en même temps ça répond à un besoin, et donc pour l'instant j'essaye de m'y atteler. Les représentants ou les gens issus de la société civile qui se présentent à une élection, leur avenir c'est toujours d'aller dans un parti. On le voit, il y en a plein qui peuplent les rangs de l'Assemblée nationale. Ils ont commencé dans la société civile. Maintenant, la société civile, peut-être pour le nouveau Front populaire, s'il parvient à maintenir son unité, a une importance en cas de victoire. On sait que
la gauche n'a réussi à porter véritablement des propositions, son programme, qu'avec une mobilisation de la société civile. Quand il n'y a pas de mobilisation, on a en 1983 le tournant de la rigueur plus facilité. On a ce qu'on a vu avec François Hollande, il n'y avait pas de mobilisation de la société civile et il a pu faire son virage tout de suite vers la politique de l'offre. Il y a un rôle à jouer là pour mobiliser la société civile après même une élection. Ouais, je partage tout à fait ce que tu viens de décrire et c'est aussi ça qui explique ma posture un petit peu entre deux que je maintiens pour l'instant et parce que je pense effectivement que la société civile a un rôle à jouer et je pense qu'il y a quelque chose de peut-être inédit. Alors peut-être que j'ai l'impression que c'est inédit parce que je n'avais pas ce poste d'observation avant, mais en tout cas je perçois quelque chose d'extrêmement fort, y compris chez les personnes qui sont militantes politiques, qui choisissent de ne pas s'investir dans un parti en particulier, mais de s'investir dans des structures un peu nouvelles, qui seraient liées notamment à la création du NFP, du Nouveau Front Populaire. J'étais il y a pas très longtemps à Arras pour aller voir le candidat EELV déçu, qui s'était retiré entre les deux tours au profit d'Agnès Pannier-Runacher dans le cadre du Front Républicain, et qui était, pour le dire très clairement, dégoûté des postures prises ensuite par Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre. Et là, à cette occasion, à Arras, j'ai rencontré une sorte de collectif Nouveau Front Populaire, qui était peuplé à la fois de militants de partis assez, dans une configuration assez traditionnelle, mais aussi de gens qui avaient rejoint le Nouveau Front Populaire en tant que militants, mais militants électrons libres, et qui disaient c'est pas une situation transitionnelle, pas une situation transitoire, j'ai pas vocation à choisir un des partis ensuite, mais en revanche, j'ai pas non plus vocation à partir de ce mouvement-là, je veux continuer à m'investir politiquement, à m'investir aux côtés des partis, mais pas être membre d'un parti. Et ça, je pense que c'est assez récent, assez nouveau, et tous ces gens-là sont très favorables à l'union de la gauche, et au fait que ça perdure sous une forme ou une autre. Et donc c'est un peu aussi comme ça que je conçois le rôle de la société civile, c'est aux côtés, partenaires, mais partenaires exigeants, en disant d'une part ne nous oubliez pas et ne venez pas nous chercher que au moment des échéances électorales pour dire oui la gauche c'est bien, mais aussi venez nous chercher pour travailler sur le fond, et puis associez-nous aux différentes étapes de la réflexion politique. Et c'est un peu le paradoxe entre des partis qui ont perdu beaucoup de militants quand même au fil des décennies, mais qui restent quand même tout puissants pour structurer la vie politique, et une société civile qui elle est très bouillonnante et qui parfois se sont mises sur le côté. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dans le fait de les relier. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je pense, alors j'ai peut-être un prisme déformé par ma propre coloration politique, mais je pense qu'en France, la gauche a le privilège de jouir d'une société civile extrêmement mobilisée et mobilisable au profit des idées qu'elle porte, et que parfois les partis ne le font pas suffisamment, et donc il faut profiter de ce bouillonnement, de cette richesse intellectuelle, de cette richesse aussi en termes de mobilisation potentielle tout au long de la vie démocratique de notre pays. On a une dernière question, Lucie. Tout à l'heure, tu as dit, oui, il n'y a pas d'élection à court terme. On est pourtant en pleine entre-deux tours dans une municipale partielle, enfin anticipée en tous les cas, à Villeneuve-Saint-Georges, où c'était le candidat, le député, La France Insoumise, Louis Boyard, qui est arrivé au deuxième tour. Et il y a eu des gros problèmes dans la fusion de listes entre la sienne, donc de la France Insoumise, et la liste PS, PC, EELV regroupée. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour se mettre ensemble pour le second tour. Donc ils affronteront deux listes de droite parce que eux non plus n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Quand tu vois ce type de mésentente profonde qui aboutit au fait qu'il n'y a pas de fusion des deux listes au deuxième tour, est-ce que tu te dis pas que ça n'augure rien de bon quant à ce qu'est aujourd'hui le nouveau Front Populaire et la gauche? Naturellement, je regrette le fait qu'ils aient pas réussi à se mettre d'accord. Sur un plateau, il y a quelques jours, on me disait mais alors qui est responsable? J'en ai pas la moindre idée, j'ai pas suivi en détail, j'ai pas été associée aux discussions locales à Villeneuve-Saint-Georges, donc je sais pas, voilà. Et puis je suis pas du tout dans une posture de donner des bons et des mauvais points. Donc je regrette bien sûr qu'ils n'aient pas réussi à fusionner leur liste. Je pense que les exemples vont se multiplier, mais des exemples à la fois positifs et des exemples négatifs. Mon objectif, c'est qu'on se donne les moyens et qu'on mette toutes nos forces pour qu'on parvienne, dans le cadre des différentes élections municipales, à proposer des listes d'union. Je pense que ça a un sens au niveau national et ça a un sens au niveau local. Et d'ailleurs, les militants de la société civile
En fait, société civile, c'est un terme très fourre-tout, mais en gros, des associations, des collectifs qui sont très impliqués sur le terrain attendent ces unions-là, ces listes d'unions. Et donc, je pense qu'il faut mettre nos efforts là-dedans, que ça soit dommageable dans une ville. Oui, j'espère qu'on verra cet exemple se reproduire le moins souvent possible. En revanche, j'en tire pas de conclusion générale. Merci beaucoup, Lucie. Merci.